Bonjour à tous. Bon, alors cette fois, je viens vous parler de Devoxx for Kids. Devoxx for Kids, c'est une initiative d'initiation à la programmation pour les enfants. Et en fait, pourquoi on a fait ça? Ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais je pense que vous êtes familiers avec cette image-là. Vous avez sûrement remarqué autour de vous que les gamins sont hyper à l'aise avec les écrans. Ils vous piquent votre téléphone et ils savent faire des trucs que même vous n'avez pas trouvé dans le téléphone. Avec les ordinateurs aussi, etc. Et le gros problème, c'est que quand on leur dit ça va, tu t'y connais un peu en informatique? Bah attends, 10 heures YouTube, Facebook, quoi, c'est bon. Et puis après, quand tu leur dis, mais tu sais qui y a derrière? En fait, tu sais qui a fait ces programmes que tu as développés? Ben en fait, on a ça. Ah ben non, ah ben je sais pas, il y a des gens derrière. Voilà, donc ça, c'était un peu notre première problématique, de dire... c'est cool qu'ils sachent s'en servir, mais ça serait bien qu'ils comprennent que c'est un outil, et qu'un outil, en fait, on peut être créatif avec, on peut faire des choses intelligentes, et pas que consommer bêtement. Et alors, moi, j'y ai vu à titre très personnel, parce que j'ai plein de potes qui sont parents et qui se sont dit, ça serait cool aussi de pouvoir expliquer mon métier à mes enfants. Mais moi, à titre personnel, j'avais un petit peu envie de buter une petite image qui me pose problème, celle-ci. Je sais pas vous, mais moi je m'y retrouve pas. Même les javaïstes, ils sont pas comme ça. Donc, voilà. Donc en 2012, on s'est lancé, on a créé Devoxx for Kids. Aujourd'hui, on est présent, donc c'est plus d'une centaine d'équipes. On est présent dans le monde entier, beaucoup en Europe, beaucoup en France. Mais on est super content parce qu'on a aussi des équipes en Afrique, on a des équipes en Inde, en Afghanistan, au Pakistan, en Indonésie, truc de fou. Plus de 300 événements organisés et plus de 6500 enfants qui sont venus dans nos événements. Donc on est super contents. Alors pour vous montrer à quoi ça ressemble une journée Devoxx for Kids, en fait on s'est calqué sur le modèle des conférences que nous on organise pour nous, entre adultes. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a des tracks et puis il y a des slots. Et la seule différence, c'est qu'en fait, il ne va pas y avoir des sujets différents toute la journée. Ça va être le même sujet qui va être répété dans chaque track pour que les enfants fassent tous les ateliers. Et on va adapter à la fois les ateliers et le contenu des ateliers à l'âge des enfants. Donc ça, c'est le planning de Paris. C'est celui dont je m'occupe. C'est plus de 150 enfants sur la journée. En province, on fait un peu plus cool. On fait des après-midi, une vingtaine d'enfants. Mais donc sur Paris, on commence à 4 ans. Et donc on les prend le matin et on fait des sessions de 45 minutes parce que c'est là où ils vont être le plus attentifs et que 45 minutes, c'est le maximum pour eux et c'est cool. Et par exemple, avec eux, on fait du Robot Turtle, c'est un jeu de cartes, donc il n'y a pas besoin de savoir lire. On a Cubetto. Cubetto, c'est un super petit robot qui se programme avec des briques dans un petit boîtier à part. C'est super ludique. Il n'y a pas besoin de lire, de savoir lire ou écrire. Et puis l'après-midi, on prend les kids. Alors les kids, c'est les 7-10 ans. Donc là, c'est pareil. Avec eux, on change d'outil. On va faire du Timio. Alors Timio, c'est toujours un robot, mais lui, il a des capteurs. Donc il sait, par exemple, détecter la couleur, détecter la présence. On va commencer à faire des parcours avec des obstacles. On fait aussi du Scratch. Alors scratch.meet.edu. Allez sur ce lien, si vous ne connaissez pas du tout, c'est absolument génial comme outil, ça marche avec à peu près tous les âges, vous pouvez rajouter des trucs genre des Makey, c'est super drôle, c'est sans fin. Et puis eux, on les prend entre 1h et 1h30, nous à Paris, on les prend 1h30 et ça passe, mais 1 heure, c'est bien aussi pour eux. Et puis les plus grands, alors eux, c'est toute la journée, donc les plus grands, c'est 10-15 ans. Et là, c'est cool parce qu'on peut faire énormément de choses et on va pouvoir faire du vrai code. Donc, on fait du Minecraft, on leur fait programmer leur propre mode. On fait du HTML, on fait Algoid, c'est un pote qui a codé ça, c'est un peu fou, allez voir sur son site. C'est dur à résumer en 30 secondes. Mais on peut aussi rajouter de l'Arduino, on peut faire du Lego Mindstorm, on peut faire plein de choses avec eux. On fait du Nao, on leur fait programmer des Nao. C'est quand même super cool. Alors, pour vous lancer, vous allez avoir besoin de plusieurs trucs. Vous allez avoir besoin d'une salle. Idéalement, une école, c'est le top parce que vous allez une école d'ingénieurs, par exemple, vous allez avoir des postes informatiques qui sont déjà installés et ça va être beaucoup plus facile pour vous. Vous allez avoir besoin de matériel un peu, mais pas forcément, puisque comme on l'a vu, il y a des trucs qui sont en ligne gratuitement, il y a des choses qui peuvent se faire sans robot, donc voilà. Mais si vous vous lancez sous la bannière Devoxx for Kids, nous on a du matos et on vous le prête avec plaisir, voire même on se déplace pour vous aider à lancer votre événement. Vous allez avoir besoin d'animateurs. Alors idéalement, les animateurs, avec les tout petits, c'est 1 pour 2, mais à partir de 7 ans, c'est 1 pour 4. On les met en binôme. Et puis, vous allez avoir besoin de bonbons, parce qu'on n'est pas là pour les coller à l'école, on est là pour qu'ils s'amusent. Donc on fait un goûter et on fait péter les bonbons. Voilà, alors j'espère que je vous ai convaincu que c'était cool. Si vous voulez nous rejoindre soit une équipe qui est déjà existante en France, vous nous contactez, il y a le site web, il y a
On a l'adresse mail, mais pinguez-moi sur Twitter, ça sera plus simple parce que le mail, j'ai pas le temps d'aller le voir. Et si vous voulez lancer le vôtre, ben c'est pareil, n'hésitez pas, contactez-nous et puis on se fera un plaisir de vous aider. Voilà, merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Damien Alexandre et je vais vous parler d'un problème que les enfants n'ont pas, c'est exposer leurs secrets en production. Donc vous connaissez sans doute le 12 Factor App, c'est un manifeste qui a été écrit par Heroku en 2011 et qui nous décrit comment concevoir des applications robustes, scalables, performantes et compagnie. Et le chapitre 3 de ce manifeste nous parle de comment exposer notre configuration en production. Ils nous disent donc exposer votre configuration en variable d'environnement. Jusque-là, ok, mais pourquoi ? Donc les arguments qui sont avancés, c'est simplement que notre variable d'environnement, notre configuration, nos mots de passe ne changent que quand on change d'environnement, c'est-à-dire quand on change de serveur, par exemple. Donc entre la production, entre le staging, entre la pré-prod, ok, notre mot de passe il va changer. Par contre, notre code, il ne change pas. On déploie toujours la même version et on utilise toujours la même version de notre code, quel que soit le déploiement. Du coup, une variable d'environnement, c'est pratique. On peut simplement bouger notre mot de passe sans bouger notre code. C'est aussi facile à changer et c'est complètement indépendant du langage et du système d'exploitation, ce qui est plutôt un avantage aussi. En PHP, il y a 10 000 façons de les configurer, donc on ne va pas passer 5 minutes là-dessus. On ne les a pas. Par contre, ça c'est juste un exemple. Comment accéder à une variable d'environnement en PHP ? On peut le faire via les super global serveurs et env, ainsi que la fonction getEnv. Alors est-ce que c'est sûr ? C'est un peu la question qui revient tout le temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas utiliser les variables d'environnement, etc. Le problème des variables d'environnement, donc la raison pour laquelle tout le monde dit que ce n'est pas forcément safe, c'est que ça leak. C'est-à-dire qu'un process qui a une variable d'environnement définie, donc par exemple votre process PHP, si ce process démarre un autre process, ce process enfant va donc hériter de toutes les variables du parent. Donc votre process, par exemple Graphic Magic, il va hériter de votre mot de passe à la base de données, de votre API, de votre clé d'API, etc. Alors qu'il n'en a rien à faire. Et donc le risque, c'est que ce sous-process ne soit pas très conservateur avec vos petits secrets exposés en variable d'environnement. Donc c'est considéré comme dangereux par certains ops. Il y aura toujours des secrets sur le disque dur, quoi que vous fassiez, que ce soit en fichier de config ou en variable d'environnement, de toute façon. Alors est-ce que vous devez les utiliser ? J'ai envie de dire, moi ça dépend. J'ai pas envie de vous dire ne les utilisez pas, pour la simple et bonne raison que ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel vous allez déployer. Ça dépend de l'infrastructure de production, ça dépend de si vous utilisez Docker ou pas. Docker est un environnement parfait pour les variables d'environnement. Est-ce que vous êtes sur un cloud ? Est-ce que vous êtes sur Heroku ? Est-ce que vous êtes sur AWS ? Est-ce que vous êtes sur un mutualisé free.fr ? Non ? Donc, j'ai envie de dire, les variables d'environnement, c'est un peu votre problème. Configurez comme vous êtes. Donc, si vous voulez les utiliser, par contre, il y a quelques pièges qu'il va falloir éviter. Et on va les passer en revue. Le premier, c'est le nommage. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de restrictions sur le nommage de vos variables. Vous faites ce que vous voulez. Mais du coup, vous pouvez casser des choses. Donc la bonne pratique, c'est de les préfixer, avec le nom de votre application, par exemple. Un peu comme dans le monde Unix, c'est déjà préfixé partout sur vos systèmes. Et d'utiliser, bien sûr, le upper snake case. Déclarez-les partout. N'oubliez pas que vous devez aussi les déclarer dans les cron tabs, dans le PHP CLI, dans le FPM, dans le PHP mode, etc. À moins que vous les ayez déclarés en amont, mais attention, Nginx va décider de tout stripper, etc. Donc vous devez les déclarer absolument partout, sinon vous allez avoir des soucis, ça va casser. Si votre script de déploiement, par exemple, chauffe un cache et que ce cache contient la valeur de votre mot de passe, c'est mort. Évitez comme la peste le préfixe HTTP underscore. Il est utilisé par PHP en fait, pour exposer vos headers HTTP dans la super global server, la même que celle qu'on utilise pour lire les variables d'environnement. Du coup, vous allez avoir un problème si vous préfixez vos propres valeurs avec ce préfixe. Et vous vous souvenez sans doute de la faille HTTP proxy qui permettait d'écraser le proxy de vos clients HTTP avec un header HTTP depuis le web. Une faille sympa. Dernier point, c'est... enfin, avant-dernier point. La fonction getEnv, elle n'est pas thread safe dans tous les contextes, donc vous devriez plutôt utiliser $server. Ça, au moins, ça marche tout le temps, et surtout, c'est rapide, c'est un tableau.
C'est plus rapide en théorie qu'une fonction. Attention au casting aussi, en PHP 7, si vous utilisez le typecasting avec des integers par exemple, il faut savoir que toutes vos variables d'environnement seront toujours des strings. Donc là, vous avez une fatale. Voilà, utilisez les variables d'environnement si le cœur vous en dit. Attention à leur scope, elles vont leaker sur des sous-process. Utilisez $server. N'exposez bien sûr dans l'environnement que ce qui va changer d'un déploiement à un autre, et rien d'autre. Et dans la stack locale, si vous pouvez, utiliser .env. Mais là, j'ai pas le temps d'en parler. Merci à tous. Ah, c'est bon, je vais le faire comme ça. Bonjour, donc moi je m'appelle Frédéric, je ne vais pas vous parler de pédagogie, je ne vais pas vous parler de technique comme on vient de le faire, je vais vous parler de juridique. C'est vachement moins fun, mais voilà, il faut y passer. Quelqu'un a dit en 2012 que les données personnelles étaient l'or noir du XXIe siècle. Il avait parfaitement raison, on sait tous où on en est aujourd'hui avec ça. Et hasard du calendrier ou heureuse coïncidence, en 2012, donc, l'Europe a décidé de négocier avec tous ses États membres un nouvel accord pour redonner à ses concitoyens le contrôle de leurs données personnelles. Ça a eu un effet de bord sympa, c'est que ce faisant, elle a défini ce que c'était une donnée personnelle. Et une donnée personnelle, au sens de l'Europe aujourd'hui, c'est tout ce qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Et donc, c'est très vaste. Ça peut être un nom, un prénom, une adresse de naissance, une adresse IP, une adresse MAC, une empreinte digitale, vocale, génétique. Ça va très loin. Du coup, elle a compilé toute cette négociation dans un règlement qu'elle a appelé le GDPR, le General Data Protection Regulation, ou en bon français, le RGPD pour Règlement Général sur la Protection des Données. Et ce règlement est actif depuis le 24 mai 2016, soit à peu près 2 ans. Il est entré en vigueur, il est actif en ce moment. Et, dans sa grande mansuétude, l'Europe a dit « Vous avez jusqu'au 25 mai 2018 pour vous mettre en conformité avec ce règlement. Il vous reste approximativement aujourd'hui 212 jours pour le faire. » Alors dire ça, c'est sympa, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre des exemples très concrets, et je vais vous donner que les exemples les plus marquants et ceux qui, à mon sens, posent le plus de problèmes. Premier problème, en tant que citoyen de l'Union européenne, vous allez pouvoir demander l'export de vos données dans un format facilement réutilisable afin de pouvoir éventuellement les transférer ailleurs, ou juste pour savoir ce qu'on sait de vous, pourquoi pas. Deuxième problème, tous ceux qui collectent des données vont devoir vous expliquer pourquoi ils le font, et vous allez devoir donner un consentement éclairé pour que vos données soient exploitées. C'est pas anodin, parce qu'en plus, le collecteur devra pouvoir prouver que vous avez donné le consentement. Autre chose intéressante, le législateur a prévu que pour avoir les données personnelles d'un mineur de moins de 16 ans, vous allez devoir demander son autorisation à son titulaire de l'autorité parentale. Ça va être fun, on va s'éclater. Officiellement, le droit à l'oubli est maintenant reconnu. Les citoyens de l'Union européenne vont pouvoir dire « Bonjour, je veux que vous effaciez mes données et mon consentement, vous l'oubliez, vous n'utilisez plus mes données, c'est terminé. » Et cerise sur le gâteau, les citoyens de l'Union européenne qui auront subi un préjudice moral ou physique à cause d'une violation du RGPD vont pouvoir demander réparation. Et en plus, ils vont pouvoir le faire à plusieurs sur le mode des class actions à l'américaine. Ça va être sportif. Donc, voilà. Le principe par défaut du RGPD, en fait, c'est le privé par design, qui implique que dès la conception de votre application, vous allez devoir prendre en compte tout ce qui est sécurisation, protection des données. Et il va un cran plus loin avec le privé par défaut, en disant qu'il ne faut collecter que les données strictement indispensables au traitement que vous allez réaliser. Et que si par hasard il vous arrive une fuite de données, il va falloir quantifier les risques que ça représente pour pouvoir agir en conséquence. Et agir en conséquence, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire prévenir dans les 72 heures l'autorité que vous avez été méchamment violé, qu'il y a des données qui sont parties dans la nature. Et si c'est des données à risque type orientation politique, orientation sexuelle ou ce genre de joyeuseté, vous allez en plus devoir prévenir individuellement chaque personne concernée que vous avez eu une fuite de données. Genre Yahoo en 2013, ça n'était pas bien, quoi. Et en plus, alors là, ça c'est le truc je trouve génial, ça va être à vous de documenter tout ça afin de pouvoir prouver que vous avez fait tout ce qu'il fallait dans les règles de l'art du RGPD et que donc vous le respectez. Bon courage. Alors, ok, j'ai Erwan qui a dit tout à l'heure, ouais, encore un règlement européen, on s'en fout. Hein. Ouais, ou pas en fait. Parce que vous allez pouvoir prendre cher. Hein. Alors, certes, c'est pas Hulk qui va venir vous flageller avec une pelle. Ça va commencer doucement avec un petit avertissement en vous disant, faudrait peut-être faire quelque chose. Avec une mise en demeure associée à éventuellement des petites, on va dire, des petites condamnations gentilles. On va pouvoir vous ordonner de fixer la merde que vous avez faite. Et dans le pire des cas,
Ben, ça va être fermeture définitive du service ou temporaire, hein. Ça dépend s'ils sont gentils ou pas, oui, comment ils sont lunis. Mais alors, le truc vraiment énorme, c'est qu'on va toucher au porte-monnaie. On va pas prendre 100 000 € à Google, comme l'a dit Ariane tout à l'heure. Là, ça va être une amende administrative qui peut représenter de 10 à 20 millions d'euros, ou 2 à 4% du CA mondial, holding comprise. Et évidemment, c'est la plus haute valeur qui sera retenue, parce que sinon, c'est pas marrant. Et alors, le truc encore plus fun, c'est que maintenant, tout le monde est dans le même bateau. Les responsables du traitement, les collecteurs de données, leurs représentants légaux et leurs sous-traitants sont maintenant responsables. Et tout ça va être fait sous l'égide de la très chère CNIL, qui a déjà prévenu que ça allait schlaguer au mois de mai 2018. Donc, que la force soit avec ceux qui ne sont pas en conformité. Moi, j'y vais pas, j'y suis pas, je me sauve. Salut. Bonjour. Moi, je souhaitais vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément très connu. Il faut dire que c'est un élément du langage de PHP qui est relativement récent. Je vous présente is7. J'avais parié que je ferais une conférence là-dessus, pourquoi pas. Finalement, is7, ce n'est pas vraiment une fonction du langage. Ce n'est pas une fonction d'ailleurs. C'est un élément du langage, un mot-clé en fait du langage, qui partage d'ailleurs le même opcode que empty. Et is7, on ne peut pas l'appliquer n'importe comment. On ne peut pas essayer de déterminer si, par exemple, une variable, une constante existe, parce qu'on va nous répondre que, finalement, on ne peut pas appliquer is7 sur le résultat d'une expression. Pareil, sur une affectation, ça ne marchera pas mieux. Si on le fait, par contre, sur un var, petite aparté, quand j'ai des développeurs qui mettent une var, généralement, j'ai tendance à leur donner une punition. Je leur fais faire des composer update. Ça fonctionne. Pour le coup, ça fonctionne. Si V n'existe pas, ça fonctionne quand même. Vous verrez pourquoi je vous en parle après. Étonnamment, quand on fait un is7 sur le retour d'une fonction, ça ne marche pas. Pourquoi je dis étonnamment? Parce que si vous faites la même chose avec empty, eh bien là, ça fonctionne. En effet, ça fonctionne depuis PHP 5.5, mais comme on est tous sous PHP 7.1, depuis bien longtemps, ça ne nous concerne plus du tout. En fait, is7, ça sera sur des variables, on va dire des tableaux associatifs, que le tableau existe ou que même un des index intermédiaires n'existe pas, c'est possible, ou sur la propriété d'un tableau, d'un objet. Alors, est-ce qu'on teste simplement qu'une variable n'existe pas? En fait, ce n'est pas tout à fait ça, et je me suis aperçu qu'il y avait des développeurs qui ne le savaient pas. C'est pour ça que j'en parle en fait. C'est que finalement, si on teste is7 sur cette variable x, eh bien ça va nous dire faux, parce que x a été initialisé avec nul. En fait, is7 va tester que la variable n'est pas nulle, simplement. Accessoirement, ne générera pas de notice si la variable n'existe pas. Mais au départ, ça teste que c'est différent de nul. Je me suis aperçu que des gens ne le savaient pas, donc je vous en parle aujourd'hui. Et c'est un peu gênant justement quand on veut regarder finalement sur un tableau associatif une clé qui aurait une valeur nulle. Mais là on ne peut pas l'utiliser parce que is7 va retourner faux. Elle n'existe pas cette clé. Enfin, is7 va vous retourner faux. Du coup, on utilise array existe. Dans la mesure du possible, si vous n'avez pas de nul dans vos tableaux, essayez d'utiliser is7, c'est beaucoup plus performant que array existe. Alors, ça c'est un cas un petit peu plus embêtant. Ici, x n'est pas défini. Je ne sais pas si vous savez ce que ça donne, mais vous aurez une belle notice pour vous dire que x n'existe pas. On ne s'en aperçoit pas, c'est un truc tout bête, mais ça peut exister ce genre de cas. Et finalement, vous avez une autre solution, et là aussi je me suis aperçu que les développeurs ne savaient pas, c'est qu'on peut mettre plusieurs paramètres. Tester d'abord x, et ensuite si x est défini, il va tester array de x. C'est beaucoup plus simple. Alors, sur les objets, quand on a des getters magiques, là, pour le coup, on a un petit souci, c'est que si on essaie de déterminer si la propriété existe et qu'en plus on l'affiche, eh bien, il va nous dire la propriété n'existe pas, mais elle contient 1. C'est un objet quantique. Faites attention à ça. Quand vous avez des getters magiques, essayez de définir aussi un is7 magique qui vous permet, bien évidemment, de régler ce petit problème. C'est tout simple. Alors, depuis PHP 7, on a le magnifique opérateur collace. Collace, si x existe, en tout cas ne contient pas nul, il va vous retourner la valeur par défaut. Petite cerise sur le gâteau,
c'est que finalement, vous allez pouvoir utiliser à la place de x une fonction. À partir du moment où elle retourne autre chose que nul, ça va bien se passer. Si elle retourne nul, elle prendra la valeur par défaut. Enfin, je me suis aperçu que la plupart du temps, on avait tendance à utiliser is7 sur ce genre de cas. Vous le faites tous, je suis sûr. Si ça existe, je le retourne, éventuellement je le caste, ou alors sa valeur par défaut, puis je l'applique sur d'autres variables. Moi, je vous donne une petite astuce aujourd'hui, je me suis aperçu qu'aussi les gens ne savaient pas, c'est que finalement, utiliser l'opérateur plus, vous déterminez les valeurs par défaut de votre tableau, et vous n'avez plus besoin du is7, et c'est fini. Finalement, le is7, on n'en a pas besoin, réfléchissez bien, vous n'avez pas besoin du 7 la plupart du temps. N'hésitez pas. Si vous avez 10 minutes, faites le quiz. A priori, vous aurez au moins une réponse de bonne dans le quiz. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Benjamin Clé, je travaille pour Joli Code. Et je vais vous présenter les user agents. Alors, un user agent, c'est tout simplement quand on fait une requête HTTP, quand votre navigateur fait une requête HTTP à votre serveur, il envoie un header qui s'appelle user agent. Voilà. Alors on va commencer, c'était en 92, il y a Mosaic qui est sorti, qui est le premier navigateur graphique. Très sympa, ils ont réfléchi à quel user agent ils avaient utilisé, ils ont fait NCSA Mosaic / le numéro de version. Très bien. Ensuite, il y a Netscape qui est arrivé. Donc, son nom de code, c'était Mozilla, qui veut dire en fait Mosaic Killer. Ça, je ne le savais pas. Ils ont été assez intelligents. Ils ont fait nom du navigateur / version. Très bien. Netscape gérait des trucs super bien, genre des trucs hyper innovants comme les frames. Du coup, pour savoir si on a envoyé du code HTML avec des frames ou sans frames, on a fait un petit truc qui était une regex comme ça. Si c'est Mozilla, alors on envoie un site tout nouveau, tout neuf, super. Sinon, on envoie de la merde. Ok, après, il y a Internet Explorer qui est arrivé. Donc eux, ils ont voulu faire Microsoft Internet Explorer / la version. Sauf que dans ce cas, avec la regex, ils se prenaient la version pourrie de Mosaic, et ils n'avaient pas les super frames. Du coup, ils ont commencé à mentir. Je suis Internet Explorer, mais je me fais passer pour Mozilla. Là, déjà, ça commence à sentir mauvais. Ensuite, Netscape, ils ont évolué, et ils ont décidé de faire sortir le moteur de rendu qui s'appelle donc Gecko. Très bien, je suis Mozilla, j'utilise Gecko. Il y a des navigateurs qui ont commencé à utiliser Gecko. Donc, je suis Firefox, j'utilise Gecko, et je me fais passer pour Mozilla. Ok. Ça sent encore un peu plus mauvais. On continue, Opera, ils ont été sympas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je suis Opera, voici ma version, point. Sauf qu'à cause de ça, il y avait des sites qui s'affichaient mal, donc ils ont fait un mode de compatibilité. Je suis Opera, je me fais passer pour Internet Explorer, qui se fait passer pour Mozilla. Ok. Ah, mais si le site il marche pour IE et pas pour Mozilla, en inverse. Je suis Opera, je me fais passer pour Firefox, qui utilise Gecko, qui fait semblant d'être Mozilla. On continue. Sur Linux, il y avait KHTML, c'est un moteur de rendu qui était utilisé par Conqueror. Donc Conqueror, je suis Conqueror, j'utilise KHTML, et je fais semblant d'être Mozilla. Sauf que KHTML était moins connu que Gecko. Du coup, il y avait des regex qui essayaient de trouver Gecko. Hop, on change. Je suis Conqueror. Je suis basé sur KHTML, qui fait semblant d'être Gecko, et je fais semblant d'être Mozilla. Apple est arrivé et a créé WebKit, son moteur de rendu, qui est basé sur KHTML. Et Safari est basé sur WebKit. Du coup, je suis Safari, qui est basé sur WebKit, qui est basé sur KHTML, qui fait semblant d'être Gecko, qui fait semblant d'être Mozilla. Et on en arrive à Chrome. Je suis Chrome, qui fait semblant d'être Safari, qui est basé sur Apple WebKit, qui est basé sur KHTML, qui fait semblant d'être Gecko, qui fait semblant d'être Mozilla. Donc,
Le browser sniffing, ça a été très utilisé, surtout quand il y a eu aussi les mobiles, ça a continué d'être utilisé. Et du coup, il y avait quelques petits fails qui étaient sympas. Alors, je vais en montrer deux. Opera, son moteur de rendu s'appelle Presto. Sauf qu'il y avait une regex qui disait « si après, t'es un palme prêt ». Je continue avec Opera parce que voilà. Il y en a eu un autre, c'est tout simplement, il y avait une regex qui regardait les 7 caractères, si c'est Opera et quelle version. Opera 10 est sorti, c'était Opera 1 pour les serveurs. Heureusement, ça c'est plus vraiment comme ça que ça marche maintenant, il n'y a plus vraiment de browser sniffing. Ce qu'on fait maintenant, c'est plutôt le serveur envoie tout et c'est le front qui décide s'il peut ou pas afficher des trucs, faire ce qu'il veut et tout. Donc avec ça, on a les media queries, les polyfills, je ne vais pas en parler. Et on a des petites méthodes sympas. Donc je ne sais pas si quelqu'un connaît cette méthode, canPlayType, d'un HTML Media Element. Il suffit de lui donner un type de média et il va nous dire s'il ne peut pas l'afficher, le lire, le faire écouter. Peut-être qu'il peut. Probablement, normalement oui, lance, on verra bien. Ou peut-être. Alors là, essaye parce que moi j'en sais rien. Voilà, donc avec ça on est bien avancé. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Grégoire Pinault et je vais vous parler du workflow. Donc j'ai aussi des slides jaunes. Donc déjà, quand est-ce qu'on va utiliser un workflow? Qu'est-ce que c'est? Imaginez par exemple que vous travaillez dans un site de presse, un site éditorial, et du coup vous allez avoir des journalistes qui vont écrire des articles et vous voulez vous assurer que les articles sont de bonne qualité. Donc vous allez vouloir que votre article passe par différentes personnes. L'article il va par exemple être dans un premier état en brouillon, puis vous allez vouloir que quelqu'un le corrige, vérifie les faits, etc. Et tout ça pour pouvoir le mettre en ligne à la fin. Donc tout ça, en fait, c'est pour garantir la qualité de votre site. Donc chacune des étapes va être nécessaire, on sera obligé de passer par toutes ces étapes. Et du coup, ce circuit de production, ça va représenter exactement ce qu'on a dans le code. Donc pourquoi un composant? Je suppose que tout le monde a déjà vu ce genre de code. Donc là, par exemple, j'essaye de mettre à jour un statut. Et si le statut il est déjà payé, je ne peux pas rembourser. Non, l'inverse, pardon. Si le statut n'est pas encore payé, je ne vais pas pouvoir le rembourser, etc., etc. Ce genre de code, c'est immaintenable en fait. Dès qu'on va vouloir ajouter une nouvelle étape de transition, ça va être l'enfer. Donc, bonjour le workflow. Le workflow, c'est quoi exactement? C'est une machine à état qui va définir en fait plusieurs états. Les états, par exemple, ça va être un brouillon. Je suis dans l'état brouillon, je suis dans l'état corrigé, je suis dans l'état publié. Et entre ces états, on va avoir des transitions. On va avoir une transition, par exemple, corrigée. Donc je vais passer de l'état brouillon à l'état corrigé, publié, de l'état relu à l'état publié. Graphiquement, ça ressemble à ça. Donc par exemple, les ronds, ce sont des états et les flèches sont des transitions. Donc je suis dans l'état A et je vais appliquer la transition T1 et je vais arriver dans l'état B. Dans l'état B, par exemple, ici, je vais avoir deux choix. Le premier choix, ça va être de prendre la transition T2 pour arriver dans l'état C ou de prendre la transition T3 pour arriver dans l'état D. Donc voilà, je vais avancer comme ça, par exemple, jusqu'à l'état E. En aucun moment, je vais pouvoir revenir en arrière. Par exemple, si je suis en E, je ne pourrais pas revenir en C. Si je veux que ce soit possible, ça veut dire que je vais devoir ajouter une nouvelle transition qui va partir de E pour arriver jusqu'en C. Et donc tout ça, en fait, pourquoi? Parce que du coup, depuis un an maintenant, dans Symfony, il y a un nouveau composant qui est arrivé en Symfony 3.2 qui s'appelle le composant Workflow. Et donc, avec Symfony, vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de simplifier en fait toutes vos gestions d'état. Donc par exemple, on prend un definition builder qui va juste nous aider à créer une définition. Donc la définition, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc je vais par exemple ajouter différentes places. Donc la place brouillon, la place corrigée, la place publiée. Et je vais ajouter différentes transitions. Donc la première transition, corrigée, qui va de l'état brouillon à l'état corrigé. La transition, par exemple, dépublié, qui va partir de publié pour revenir dans l'état corrigé. Juste un petit détail, le marking en fait c'est quelque chose, dans la littérature des workflows, c'est quelque chose qui
contient en fait la liste des états dans lesquels votre article va être. J'ai mis une petite étoile, plusieurs états. Là, on n'a pas le temps d'en parler, mais ça supporte d'être dans plusieurs états en même temps. On va rester simple, un seul état possible pour le moment. Et le marking store, ça va juste être une classe qui va s'occuper de convertir en gros l'état qui est le marking, en gros l'état qui est dans Symfony à quelque chose qui est dans votre domaine objet à vous. Donc ça peut être stocké sous n'importe quel format. De votre côté, ça peut être un tableau de string, ça peut être du JSON, un champ de bits, n'importe quoi. Vous stockez votre état comme vous voulez dans votre base de données ou ailleurs. Et basiquement, je vais avoir une classe, par exemple une classe article. Je veux juste initialiser un marking à nul. Par défaut, il n'y en a pas. Et du coup, j'ai besoin d'un marking store. Donc là, c'est single state marking store. C'est juste, j'ai qu'un seul état. Et je vais pouvoir démarrer un workflow. Une fois que j'ai mon workflow, je vais pouvoir lui poser des questions. Je vais pouvoir lui dire, ici dans l'exemple, brouillon c'est en rouge, donc c'est-à-dire que je suis dans l'état brouillon. Je vais pouvoir lui demander, est-ce que je peux appliquer la transition corrigée? Il va me dire oui, et forcément il va me dire non pour les autres. Et savoir qu'on peut appliquer une transition, c'est bien. Après, il faut l'appliquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire workflow, apply, et je vais lui donner mon article avec la transition que je vais pouvoir exécuter. Donc là, il va me dire, voilà, enfin, il va juste avancer en fait automatiquement. Puis si je lui repose des questions, en fonction, il va me dire oui, c'est possible ou c'est pas possible. Est-ce que c'est tout? Non, mais on n'a pas le temps d'en parler. Juste pour info, si vous ne connaissez pas le composant, il y a énormément d'events qui sont déclenchés. Donc, par exemple, vous pouvez loguer tout ce qui se passe, donc savoir que c'est un tel qui a appliqué la transition, qui a mis en ligne. Vous pouvez avoir aussi des events pour bloquer des transitions sur des droits utilisateurs, par exemple, parce que par défaut, c'est le workflow qui régit en fait ce qui est possible, mais des fois, on veut mettre de la logique métier en plus, savoir par exemple que c'est seulement les journalistes Intel qui ont le droit de mettre en ligne. Il y a une intégration avec Twig en moteur de template pour savoir ce qu'on peut faire directement depuis le template. Il y a un support des réseaux de Petri, c'est ce que je disais, de plusieurs états en même temps. Il y a un dumper graphics, donc c'est toutes les screenshots là qui ont été faits en fait, c'est automatique en fait. Il suffit juste de dire donne-moi ce workflow là et il nous le dump. De façon graphique. Il y a une intégration forcément avec Symfony Full Stack, faire de la config en YML, en XML, ce que vous voulez. Il y a une démo en ligne si vous voulez aller cliquer et voir un petit peu comment ça marche. Donc c'est bit.ly/workflow-php. J'avais déjà fait une conférence plus grande, donc il y a déjà des slides qui existent et il y a plein de choses, mais on n'a pas le temps. Merci.